C'est la France, maintenant je sais ce que tu penses. Si tu vis en Espagne, Italie, Suisse, Allemagne, Belgique, le Royaume-Uni ou mon Dieu. Dans la France même, alors tu sais déjà que tu n'es pas très loin d'eux. La France, et si tu vis quelque part comme l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Australie ou l'Amérique du Sud, alors tu sais que tu vis assez loin de la France, sauf que cette deuxième partie n'est pas vraiment vraie. Parce que la France que je t'ai montrée au début n'est pas vraiment la totalité de la France. En réalité, la France est partout dans le monde, comme littéralement partout. Voilà la France en Amérique du Nord, voilà la France en Amérique du Sud. Et dans les Caraïbes, y compris cette île juste ici qui est divisée entre la France et les Pays-Bas, ce qui veut dire que la France et les Pays-Bas partagent vraiment une frontière. C'est juste pas en Europe, c'est dans les Caraïbes. Voilà la France plus près du Mexique, voilà la France autour de Madagascar. Voilà la France dans l'océan Indien et voilà la France dans l'océan Pacifique avec tous ces différents endroits à travers le globe. Tu n'es probablement pas aussi loin de la France que tu l'as peut-être pensé si tu ne vis pas en Europe, inspiré par une carte que j'ai trouvée créée par un utilisateur Reddit nommé Olay Madame. Regardons à quelle distance tu es vraiment de la France. En noir, c'est la France elle-même. Dans n'importe laquelle des zones rouges tu es malheureusement à moins de 1000 kilomètres de territoire français souverain, ce qui veut dire que tu pourrais à peu près commencer à entendre du français à presque n'importe quel moment. Des zones comme la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, le Maine, le Venezuela, le Brésil, Madagascar, le Mozambique et l'Afrique du Sud sont à peu près tout aussi loin de la vraie France souveraine que l'Allemagne ou l'Autriche. Dans la zone orange tu es à moins de 2000 km de la France, ce qui inclut tout le nord-est des États-Unis, la plupart du Mexique, toutes les Caraïbes et un gros morceau d'Afrique. Ces zones continuent à rayonner jusqu'à ce qu'il reste ce vide ici à travers l'Asie de l'Est. Dans cette zone tu es plutôt tranquille parce que tu es à plus de 7000 km de n'importe quel territoire français et c'est la zone la plus loin possible de la France que tu peux avoir n'importe où sur la planète, couvrant la plupart de la Chine, la Corée du Nord, l'île japonaise d'Hokkaido et l'extrême et de la Russie. Maintenant les différentes parties de la France qui existent partout dans le monde hors d'Europe qui rendent tout ça possible sont connues sous le nom de France d'outre-mer. Et c'est cette autre partie de la France qui fait de la France une vraie grande puissance mondiale du XXIe siècle. Toutes ensemble c'est différentes îles et masses terrestres hors d'Europe ajoutent 119 386 km² de territoire à la République française, ce qui fait 18% de la superficie totale de la France et fait à peu près la taille de la Corée du Nord ou de la Bulgarie. C'est énorme et presque 3 millions de personnes y vivent, ce qui fait à peu près le nombre de personnes qui vivent dans l'État américain du Kansas et ça représente environ 4% de toute la population française. Oh ouais, et c'est la chose. Ils sont tous citoyens français et donc citoyens de l'Union européenne. Par extension aussi, ce qui fait que presque 3 millions d'entre eux vivant dans des endroits aussi loin que les Caraïbes, l'Amérique du Sud et l'océan Pacifique sont tous capables de voter aux élections françaises et européennes et à cause de tous ces territoires qui existent à travers le globe, la France est en fait le pays avec le plus grand nombre de fuseaux horaires. La Russie, le plus grand pays du monde, couvre seulement 11 fuseaux horaires d'ouest en est, mais la France avec tout son empire à travers le monde couvre en fait 13 fuseaux horaires qui sont partagés avec des endroits aussi loin qu'Anchorage, Honolulu, Los Angeles, New York City, Rio de Janeiro, Paris évidemment, Moscou, Dubaï, Karachi, Vladivostok, Sydney et Auckland. Il semble qu'au XXIe siècle le soleil continue à ne jamais se coucher sur l'Empire français, mais tout ça pose juste une autre question: pourquoi diable la France a encore un empire aussi vaste hors d'Europe? Et bien comme toute autre puissance européenne, la France s'est aussi lancée dans le jeu de l'empire d'outre-mer pendant des centaines d'années avec des colonies à travers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, mais après la Seconde Guerre mondiale, le monde a arrêté d'être très sympa avec les colonies et les colonies de la France ont commencé petit à petit à déclarer leur propre indépendance, culminant avec la dernière colonie française en Afrique, Djibouti, en 1977. Et l'île du Pacifique, Vanuatu, en 1980. Ce qui reste sont les derniers vestiges de l'ancien empire colonial français qui n'ont simplement jamais voulu l'indépendance pour eux-mêmes et sont donc restés une partie de la France du XXIe siècle. Certains d'entre eux sont totalement inhabités, sont vraiment seulement habités par des scientifiques saisonniers comme l'île Clipperton ici dans le Pacifique.
Les différentes îles des terres australes et antarctiques françaises et la revendication française en Antarctique donnent un accès direct au pôle sud, mais tous les autres endroits sont en fait habités par des populations permanentes et certains sont vraiment des endroits super importants. Il y a l'île de la Réunion tout là-bas, près de Madagascar dans l'océan Indien avec une population de plus de 850 000 personnes, ce qui à lui seul est plus que 2 vrais États membres de l'UE Malte et Luxembourg et presque autant qu'un troisième Chypre. À côté, Mayotte a une population supplémentaire de plus de 270 000, ce qui veut dire qu'il y a plus d'1 million de citoyens français vivant dans l'océan Indien près de Madagascar et de l'Afrique. Les deux îles font partie intégrante de la France, elles utilisent l'euro et en tant que telles, elles sont la région ultrapériphérique à la fois de l'Union européenne et de la zone euro. Comme deux lunes lointaines qui tournent autour de leur planète lointaine, la Réunion est un des rares endroits que les Européens ont découvert à travers le monde qui était vraiment totalement inhabité à l'époque et les Français l'ont prise au XVIIe siècle et l'ont simplement gardée depuis, mais il y a d'autres gros endroits dans les territoires d'outre-mer français, aussi comme la Guyane française, tout là-bas en Amérique du Sud, tout comme la Réunion. La Guyane française fait partie intégrante de la France, utilise l'euro et fait partie de l'Union européenne malgré la frontière avec le Brésil et contenir une partie de la forêt amazonienne. Ce petit bout d'Europe et de France en Amérique du Sud n'est pas vraiment si petit parce que c'est presque la taille de l'Autriche et un septième de la taille de la France métropolitaine elle-même en Europe, même si avec une population plutôt petite de seulement environ 300 000 personnes, ce qui veut dire que la densité de population partout est au niveau de la Sibérie. C'est parce que presque 99% de la Guyane française est complètement couvert de forêts, y compris le parc amazonien de Guyane qui à lui seul prend plus de 40% de la Guyane française et est hilarant le plus grand parc national de l'Union européenne malgré et bien tu sais être situé en Amérique du Sud. La Guyane française est immensément importante pour la France et l'Europe aujourd'hui parce que c'est le site principal de lancement pour les fusées de l'Agence spatiale européenne ou ESA et c'est spécifiquement à cause de la position géographique de la Guyane française. Regarde cette carte du monde et pense à toi-même où sont les meilleurs endroits possibles pour envoyer des fusées dans l'espace. La bonne réponse est aussi près que possible de l'équateur à travers le centre de la Terre et c'est parce que ici le long de cette ligne la planète tourne plus vite qu'ailleurs. Les fusées ont besoin de toute la vitesse qu'elles peuvent avoir pour sortir de la gravité terrestre et la rotation naturelle de la Terre peut leur donner un coup de pouce très nécessaire. Malheureusement pour l'Europe, l'équateur passe assez loin de leur continent, ce qui rend le lancement de fusées depuis là-bas un peu plus compliqué, mais heureusement pour l'Europe ils ont passé des siècles à prendre des colonies dans d'autres parties du monde et il s'est avéré que la Guyane française en particulier est située vraiment près de l'équateur et donc c'est comme ça que ce petit bout d'Amérique du Sud est devenu le plus important spaceport d'Europe. C'est tellement important qu'à un moment dans les années 1990 le centre spatial guyanais à lui seul représentait plus d'un quart du PIB entier de la Guyane. Bon alors passons au Pacifique. La France garde possession de centaines d'îles et atolls à travers la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et l'île Clipperton, y compris l'île de Bora Bora à l'intérieur de la Polynésie française qui est une des destinations touristiques les plus populaires de la France malgré le fait d'être situé du côté complètement opposé du monde par rapport à Paris, mais la partie pacifique de la France porte un secret plus sombre que les autres parties de la France d'outre-mer parce que c'est ici que la France a principalement mené ses décennies d'essais d'armes nucléaires. En 1960, quand l'Empire français couvrait encore beaucoup plus du globe, la France est devenue le 4e pays à tester et faire exploser avec succès une arme nucléaire. Après les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni, mais ils l'ont fait au début dans les déserts vides d'Algérie maladroitement en même temps que l'Algérie se battait une guerre contre la France pour son indépendance. La France continuerait à faire exploser un total de 17 armes nucléaires dans les déserts vides d'Algérie avant qu'elle devienne une nation indépendante, après quoi ils ont ensuite refusé de continuer à laisser la France tester leurs bombes là-bas. Donc toujours vouloir tester leurs bombes quelque part, ils ont commencé à chercher des alternatives. Une telle idée était de commencer à les tester sur l'île inhabitée Clipperton près du Mexique, mais ça a été écarté à cause du niveau extrême d'éloignement de l'île et aussi le Mexique aurait probablement eu un ou deux trucs à dire à ce sujet. Finalement la France s'est posée sur la continuation de ses essais d'armes nucléaires en Polynésie française où un total de 193 détonations seraient effectuées dans l'océan Pacifique à proximité, ce qui a mis la France directement en conflit avec la Nouvelle-Zélande voisine. En 1985 à l'époque, l'organisation Greenpeace a orchestré une campagne contre la continuation des essais nucléaires français dans la zone avec un bateau appelé le Rainbow Warrior qui était amarré au port à l'intérieur d'Auckland, Nouvelle-Zélande. Le bateau était sur le point de partir vers la Polynésie française pour protester contre un essai nucléaire français prévu quand 2 agents français secrets sont faufilés à bord, ont posé une bombe et ont
Fait exploser le bateau. L'explosion a coulé le bateau et tué un photographe Greenpeace qui était à bord. Les agents français ont été rapidement appréhendés ensuite par la police néo-zélandaise et ont chacun été condamnés à 10 ans de prison pour homicide involontaire. Ils finiraient par ne servir que 2 ans avant d'être libérés par le gouvernement français. Beaucoup de figures politiques, surtout en Nouvelle-Zélande, ont depuis toujours appelé l'action un incident de terrorisme d'État français. La France finirait par accepter de payer 8,16 millions de dollars de dommages à Greenpeace avec 6,5 millions de dollars au gouvernement néo-zélandais comme excuse et un demi-million de dollars supplémentaires à la famille du photographe comme compensation. La France continuerait à tester des armes nucléaires en Polynésie pendant 11 ans de plus jusqu'en 1996, l'année de leur dernière détonation, et depuis ils sont passés à utiliser des simulations ordinateurs pour leurs essais d'armes nucléaires à la place. Et aujourd'hui la France maintient un arsenal d'environ 300 armes nucléaires, le troisième plus grand arsenal du monde après les États-Unis et la Russie. Donc c'était une raison pour laquelle la France a gardé beaucoup de son empire d'outre-mer, mais globalement la plus grande raison pour laquelle la France maintient l'empire d'outre-mer jusqu'à aujourd'hui, c'est le contrôle que ça donne à la France et à l'Union européenne comme proxy sur les océans du monde. Tu vois, selon les termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou UNCLOS, n'importe quel pays peut revendiquer une zone économique exclusive ou ZE de l'eau autour de sa côte souveraine. Le pays qui fait la revendication garde l'autorité légale seule et exclusive pour toute pêche, forage, exploitation minière et toutes autres activités économiques. Et à cause de leurs centaines d'îles et territoires qui sont éparpillés dans tous les coins de la Terre, la France possède en fait la plus grande ZE du monde moderne et donc le plus grand territoire maritime de n'importe quelle nation du XXIe siècle, devant même les États-Unis et l'Australie. La ZE de la France couvre presque 11,7 millions de kilomètres carrés d'océan à travers le golfe de Gascogne, l'océan Indien tout en entourant presque complètement Madagascar, d'énormes taches de l'océan Pacifique et même une toute petite bande juste au sud du Canada. Ces petites îles sont Saint-Pierre et Miquelon et malgré être situées juste à côté de Terre-Neuve et du Canada, elles font partie de la France et abritent plus de 6000 citoyens français qui utilisent tous l'euro. Elles sont le petit dernier reste de l'ancienne Nouvelle-France coloniale et des Amériques et elles ont une histoire fascinante de contrôle quand la France a été battue dans la guerre de 7 ans en 1763, ils ont été forcés de céder toutes leurs possessions nord-américaines aux Britanniques, mais comme les Britanniques ont continué à accorder aux Français des droits de pêche le long de la côte de Terre-Neuve, ils leur ont permis de garder les petites îles comme petits postes de pêche. Quand la France a soutenu l'Amérique pendant la Révolution américaine, la Grande-Bretagne a envahi les îles, a rasé le peuplement et exilé toute la population française vers la France européenne. Par vengeance, la Grande-Bretagne a essayé d'amener des colons britanniques pour repeupler les îles, mais ensuite les Français sont revenus et ont saccagé la colonie britannique. Finalement, les Britanniques ont rendu les îles à la France encore une fois en 1802. Mais ensuite, après que la guerre avec Napoléon a éclaté, ils les ont réoccupées l'année suivante, même en 1803 quand les guerres napoléoniennes se sont terminées. 11 ans plus tard, en 1814, les Britanniques ont encore rendu les îles à la France, mais les ont occupés encore en 1815 quand Napoléon est brièvement revenu au pouvoir en France, et ensuite les ont rendus à la France encore une fois après qu'il a été battu à Waterloo pour de bon, et elles sont françaises depuis. Pendant la Première Guerre mondiale, tous les hommes des îles ont été mobilisés et environ 400 sont allés servir sur le front ouest en Europe, où un quart d'entre eux mouraient quand le sujet de la ZE est arrivé dans les années 1970. La France a d'abord revendiquer une énorme pour les toutes petites îles qui coupaient sévèrement la ZE du Canada voisin, ce qui a mené à un très long litige juridique entre les deux pays sur les droits de pêche. Ça a été réglé seulement en 1992 quand la France a accepté les limites beaucoup plus petites et plus étroites de la ZE actuelle ici, mais c'est toujours un peu bizarre parce que maintenant les Français contrôlent cette zone où ils sont les seuls autorisés à pêcher et elle est complètement entourée par la zone où les Canadiens sont les seuls autorisés à pêcher, donc les pêcheurs canadiens doivent toujours la contourner et les pêcheurs français locaux sont toujours confinés dedans. Mais quand on zoome arrière encore pour voir toute l'image, le territoire océanique français tout combiné à travers le monde est plus grand que tout le continent européen lui-même et la France possède 8% de toutes les zones ZE du monde malgré le fait que la France elle-même ne possède que 0,45% des terres du monde et seulement 0,84% de la population mondiale. Si tu combinais à la fois terre et zone maritime pour chaque pays du monde, alors la France tout d'un coup se classe comme le 5e plus grand pays du monde, battant des endroits comme le Brésil, la Chine, l'Inde ou l'Indonésie, ce qui est franchement ridicule, et tout ça donne à la France et par extension à l'Union européenne un énorme avantage géopolitique mondial quand on ajoute aussi les territoires d'outre-mer de l'Espagne et du
Portugal, des Pays-Bas et du Danemark, la ZE collective de l'Union européenne lui permet de dominer toute la Baltique, contrôler presque toute la Méditerranée et l'Atlantique Nord-Est et avoir des avant-postes à travers chaque océan et chaque coin du globe. Après le Royaume-Uni et les États-Unis, la France maintient encore le troisième plus grand nombre de bases militaires d'outre-mer hors de son territoire, avec des bases à travers toutes ses possessions d'outre-mer en Amérique du Sud, les Caraïbes, l'océan Indien et Pacifique, avec encore plus de bases à travers beaucoup de ses anciennes colonies en Afrique, comme Djibouti, Côte d'Ivoire, Gabon, Sénégal, Mali, Tchad et Niger, des bases supplémentaires à travers le Moyen-Orient, en Syrie, Irak, Jordanie et les Émirats arabes unis, et deux de plus à l'intérieur de l'Allemagne. Au total, la France maintient une force de plus de 36 000 soldats déployés dans ces territoires à travers le monde, et depuis 2001, les Français ont lancé des interventions militaires à travers ces 9 pays sur 2 continents séparés. La présence de ces bases militaires françaises et soldats à travers le monde, d'Amérique du Sud à l'Afrique, le Moyen-Orient et le Pacifique, donne aux Français une capacité très similaire aux États-Unis. Ils peuvent projeter la puissance et déployer des actifs militaires au pied levé pour contrer presque n'importe quelle menace n'importe où sur la planète. Donc quand tu regardes une carte comme celle-ci, tu réalises que l'Empire français global, et donc l'Empire européen global, est très vivant et bien portant au XXIe siècle, et en conséquence la France et l'Europe sont probablement beaucoup plus proches de toi que tu l'as réalisé. Comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé.